avant pas de pied. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus vite. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live! Merci tout le monde d'être là. Bonjour à Carl-William Tardy, mon co-animateur, et à Maxwell, directement de France. Salut les gars. Il est quel âge chez toi? Il est 17h08 parce qu'on a commencé avec un peu de retard à cause de de mes petits soucis techniques. Aucun problème, aucun problème. Setup toujours à l'arrache, même quand je suis en invité sur d'autres émissions. Voilà. Hey, On perd pas les bonnes vieilles habitudes. Je faisais des directs avec Nostalmaniac, tu Ouais. dois te rappeler. Et... Ancien collègue, ouais. Ouais, ancien collègue. Puis lui, lui, il est en Belgique. Avec les heures que je faisais ça chez moi, il commençait ça à 1h du matin chez lui. C'était... Ouais. Mais en fait, c'est idiot parce que tu vois, on aurait pu commencer peut-être un peu plus tard parce que finalement ce soir, je vais pas streamer. Oh! Donc on aurait peut-être pu commencer un peu plus tard, mais t'inquiète pas, de toute façon, je repartagerai tout et tout. Voilà. Grâce à Internet, maintenant, on peut tout regarder en différé. Non, il n'y a aucun problème. Maxwell, je suis content parce que j'ai parlé de toi. Puis il y avait beaucoup de mes fans qui te connaissaient. D'ailleurs, moi, pour ceux-là qui ne le savaient pas, j'avais déjà eu une carrière YouTube sous le nom de Metal Gras par carrière. Disons que je me suis trempé le gros orteil dans l'eau pour voir la température et je l'ai sorti. C'était ça ma carrière. Et beaucoup de Québécois m'avaient connu grâce à toi. Fait que t'as quand même Trop bien. beaucoup de personnes qui te suivent au Québec. Bah ouais, alors d'après les stats YouTube que je regarde de temps en temps, je dois avoir 3-4% de mon audience qui est d'origine québécoise. Ah, Donc, quand même. SO le Canada, Je suis curieux, le tant Québec. qu'on parle de stats, t'as-tu des stats quand même assez élevées aux États-Unis ou du tout? Non, quasiment pas. J'ai quelques vues par mois, mais ça s'élève à une dizaine de personnes qui me suivent. Et en plus, la plupart du temps, c'est des francophones qui sont aux États-Unis qui me suivent. Donc, même sur les vieux reports où on traduisait encore les épisodes, euh, finalement, on a arrêté parce que ça nous rapportait tellement peu d'audience que le temps qu'on mettait à traduire et à écrire les sous-titres et à les intégrer à YouTube, ça nous faisait parfois une journée et demie, voire 2 journées de taf pour une vidéo et au final toucher 100 personnes. Donc, c'est Ouais. pas très rentable, j'ai envie de dire. Effectivement. Puis une chose que je trouvais drôle, par exemple, parce qu'il y a énormément de YouTubeurs québécois qui sait ça, puis aucun est capable de débloquer en France. Mais quand je dis aucun, c'est même les plus populaires qui ont facilement des 100-125 000 vues par vidéo qu'ils font, vont avoir un très léger pourcentage en France. Alors que Ouais. moi, j'ai regardé mes petits stats, mais quand même, à cause du boost que tu m'avais donné dans le temps, puis tout, 75% de mes vues provenaient de la France quand même, moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc tu as une audience principalement. Bah, en fait, l'algorithme YouTube a peut-être. Je sais pas, peut-être que Google a décidé que tu étais français parce qu'étant donné qu'on a beaucoup repartagé tes vidéos de Metal Gras à l'époque, Mhm. je sais pas, peut-être que l'algorithme a intégré que tu faisais partie de l'entre-soi youtubeur français, tu vois. Et finalement, il te repartage comme ça. Parce que c'est vrai qu'en France, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de. Effectivement, on n'a pas beaucoup d'autres personnes de la francophonie qui vont percer. Mais c'est parce qu'en France, il y a cet entre-soi très puissant des youtubeurs qui vont faire des feats avec d'autres youtubeurs français. Et ça va rester, et même, pour ne pas dire parisien, tu vois. Donc ça va rester un peu dans cet entre-soi de youtubeurs français, voire parisiens. Et ce qui fait qu'effectivement. On n'a pas beaucoup d'autres youtubeurs de la francophonie qui percent chez nous, quoi. Voilà. Ouais, puis ta chaîne Maxwell, qui est ton nom, au début, ça s'appelait Two Guys One TV. Vous étiez deux, Two Guys One TV. T'avais commencé ça en quelle année, t'en rappelles-tu? Ça va faire 10 ans. 10 ans. C'est mars 2011, la première vidéo. C'était-tu une chronique d'un spectacle que t'avais fait en premier, me semble? Ouais, alors à l'époque, c'était le format des vieux Two Guys, donc c'était des petites émissions avec à la fois des petites chroniques, des petits sketchs, et à chaque fois dans chaque épisode, donc c'était coupé en 2 parties, et dans chaque partie, tu avais toujours un petit docu ou un petit report. Et le tout premier report qu'on a fait, c'était le Carnunos Festival à Paris, à la Loco, qui est un festival de musique folk, pagan, black metal, et tous les petits dérivés qu'on peut avoir autour de ça. Et ouais, c'était la première fois qu'on partait comme ça avec un micro et une caméra pour couvrir un événement, quoi. Donc, très bon souvenir. Puis
au début, t'avais-tu l'intention que ta chaîne YouTube devienne éventuellement un métier ou tu vous faisais plus ça pour le plaisir? C'est du hasard total, hein. En fait, au début, moi, j'étais pas très satisfait parce que j'étais diplômé en BTS aménagement de l'espace. Donc, si tu veux, j'aimais bien, j'avais fait mes stages en bureau d'études, donc j'aimais bien un peu le dessin, j'aimais bien. Après, c'est le monde de l'entreprise qui me faisait un peu plus peur. Donc, si tu veux, moi, j'ai lancé la Web TV vraiment en parallèle, comme passion, quoi, comme tout le monde. Et à côté, bah, je faisais des boulots alimentaires. Et en vrai, ça me convenait très bien, tu vois, j'avais ma passion à côté. Et puis, bah, pour gagner ma croûte, je faisais des petits boulots, même si ça me plaisait pas trop. La situation me convenait pas mal. Et puis, bah, un jour, il y a Tipeee qui est arrivé. Et puis, j'ai vu que finalement, grâce au financement participatif, on pouvait à terme se dégager un salaire. Donc là, ça va faire 4 ans à peu près que je vis de la chaîne, 3 4 ans. Et puis, bah, après, tout ce qui peut s'en suivre à côté, quoi. C'est-à-dire les Twitch avec les subs. Là, on a sorti un bouquin chez Gallimard, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Mhm. On a fait un peu de merch aussi à l'époque. Et puis, bah, tu vois, tout ça cumulé, finalement, bah, tiens, je vais peut-être pouvoir me dégager un salaire. Donc, d'association, je suis passé en auto-entrepreneur. Et puis maintenant, on en vit. Mais ça s'est fait hyper progressivement et c'était pas le but à la base. Ok. Puis, Coucou, tu veux voir ma euh, bite? je suis curieux, exemple, mais quand tu avais un travail puis que tu travaillais fort ta chaîne pour augmenter les stats pis tout, on parle de combien d'heures que tu travailles. Est-ce que ça a évolué? Genre, tu travaillais, exemple, 40 heures semaine, puis tu mettais 20 heures sur ta chaîne, puis à un moment donné, ça a été 30 heures sur ta chaîne, 20 heures semaine. Ça a-tu évolué comme ça? Ça ressemblait à quoi? Alors, je pense que globalement, je passe moins de temps sur les vidéos. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait un rendement qui était au max. On sortait peut-être 4 vidéos par mois, ce Ok. qui est énorme, hein, ce qui est vraiment énorme, sachant que c'était. Mais on était deux. On était deux, on était gamins, on avait moins de responsabilités. C'était un peu chaotique, c'était un peu punk, quoi. On faisait ça dans le garage des parents de Malcolm, mon ancien collègue, du coup. J'avais mon boulot alimentaire à côté, on sortait, on faisait la fête, en même temps on montait. C'était vraiment une espèce de chaos comme ça, mais on était tout le temps plongé dans les vidéos. Aujourd'hui, je me permets de me détendre peut-être un Coucou, peu tu veux plus. voir ma bite? C'est-à-dire que je vais, bah, tu vois, je vais faire du Twitch. En fait, j'ai diversifié mon activité. C'est-à-dire que je fais toujours des vidéos, mais à côté, tu vois, là, j'ai mon projet Bataille, je fais du Twitch. L'année dernière, j'ai écrit le bouquin, donc je diversifie l'activité. Donc je travaille toujours autant, mais peut-être que je consacre un tout petit peu moins de temps quand même aux vidéos. Après, j'ai aussi acquis des méthodes dans le temps, c'est-à-dire que même j'ai des méthodes de voilà comment je monte, comment je tourne, comment Mhm. j'écris. Donc ça facilite aussi le travail, ce qui fait que je passe peut-être un peu moins de temps, tu vois, à juste me consacrer aux vidéos. Mais ça reste quand même, tu vois, une trentaine, quarantaine d'heures par semaine, quoi, mine de rien, Ben oui, parce que quand même. l'écriture. Puis là, tu viens de dire projet bataille. Ça, c'est pas la première fois. Veux-tu en parler ou? Ah bah pourquoi pas. En fait, Bataille, c'est arrivé parce que, alors à la toute base, c'est un sketch qu'on avait fait avec Alex, mon ancien collègue de la Hellfest TV. On avait fait une chronique sur le heavy metal et particulièrement le metal français. Donc on a créé ce groupe Bataille, qui est un groupe de heavy français un petit peu épique, tu vois, comme les Sortilèges ou les trucs comme ça, Mhm. les Attentats Rock, toute cette époque. Et c'était entre la parodie et l'hommage. C'est-à-dire que moi j'aime bien cette scène, donc c'était un peu le tribute, quoi. Et en même temps, il y avait un côté parodique parce qu'on avait poussé les clichés à bout. Et puis, je me suis pris au jeu, tu vois, d'écrire des mélodies, de commencer à faire de la musique parce que j'ai toujours fait un peu de zik dans mon coin, mais sans jamais vraiment le montrer aux gens. Et là, je me dis que c'était l'occasion. Sauf qu'on a enregistré un EP en studio. Et l'EP est jamais sorti parce que manque de temps, manque de motivation, on trouvait pas de batteur. Donc l'EP est sur un disque dur, et c'est un EP de heavy metal. Sauf qu'entre-temps, bah, moi de mon côté, j'ai continué à faire de la musique, j'ai pris des logiciels pour enregistrer du son, tout ça. J'ai commencé aussi à faire un peu Tu de veux voir MAO, ma donc de bite? musique assistée par ordinateur. Et du coup, j'ai transformé Bataille en groupe enfin en one-man band plutôt, de dungeon synth, black atmosphérique, heavy épique, musique de jeux vidéo. C'est un gros mélange de toutes mes influences de métal épique, on va dire. Et puis, bah, je me suis servi de ce projet pour faire la bande originale du documentaire The Art of Metal, qu'on a sorti avec Alt 236. Méchant beau Et vidéo, ben, à part ça, là, bravo pour cette vidéo. Là. merci, merci. Ouais. Du coup, il nous fallait, tu vois, des morceaux libres de droit pour être sûr de ne pas avoir de soucis d'ayant droit sur cette vidéo, parce que vu le taf que c'était, on voulait pas se prendre un strike, on voulait pas que la vidéo soit bloquée. Donc, bah, on a pris des musiques que lui a fait, on a demandé à des gens de nous prêter des sons. J'ai des copains qui ont écrit des morceaux aussi. Moi, j'ai fait le projet Bataille, enfin, j'ai repris le projet Bataille pour faire cette OST.
Et bah là, maintenant, entre-temps, au premier confinement, j'ai composé aussi un album. Et là, l'album va sortir de manière totalement indépendante, en vinyle et en CD. Et du coup, maintenant, c'est mon petit projet, One Man Band, tu vois, entre métal atmosphérique, musique de jeux vidéo, de musique épique. Donc voilà la présentation de Bataille. Désolé si j'étais un peu. Non, mais c'est parfait parce que c'est un projet qui tient à cœur, j'imagine. Puis la question qui me vient tout de suite en tête, étant chroniqueur, tu te mets-tu une pression additionnelle pour ta musique vu que tu critiques un peu, veux pas, la musique des autres, t'en parles? C'est quoi la pression que tu t'es mis pour te sortir un album? Bah, c'est vrai que moi, mon métier, c'est critiqueur, quoi. Enfin, critiqueur. J'essaie de jamais tomber dans le commentaire un peu toxique ou méchant. Je le faisais peut-être un petit peu à l'époque de Monsieur Haters ou dans certains tops. Je peux être un peu taquin, mais j'essaie toujours de tourner ça de manière humoristique sans jamais vraiment rentrer voilà, dans ce commentaire toxique qui existe hein, sur YouTube. Hein, parce que c'est Contrairement un à peu, moi, quand dans le temps que je faisais mes chroniques. Bon, ouais, mais encore, tes chroniques, je les trouvais pas. Il y avait un fond qui était relativement sympathique. C'était pas, voilà, t'incitais pas tes communautés à aller harceler quelqu'un, t'incitais pas. Tu vois, on était quand même dans quelque chose d'assez léger, assez sympa. Enfin, moi, j'ai pas souvenir tu Non. vois, de chroniques vraiment toxiques. Donc, j'essaie quand même de rester et de m'améliorer aussi avec le temps, tu vois, de rester dans mon statut de commentateur qui parle avec passion et non pas avec rage ou haine ou mauvais esprit. Et donc, bah, c'est vrai que moi, à côté de ça, Bataille, après, du moment que si ma façon de faire la musique reste la même que ma façon de faire de la critique, moi, ça me va, je suis droit dans mes bottes, tu vois. Je fais la musique qui me plaît, j'essaie de la faire avec mes tripes. Après, s'il y a des gens voilà, qui n'aiment pas, je comprendrai, et puis, bah, écoute, moi, je veux dire, si ça m'arrive de pouvoir faire des commentaires négatifs sur un groupe, moi, je veux dire, le groupe continue ce que vous faites, hein, même si j'aime pas, c'est parce que moi, j'aime pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aimer, c'est pas parce que moi, j'ai fait un commentaire que je donne juste. J'essaie quand même de faire les choses, tu vois, avec justesse. Bah voilà, si j'accepte que des gens aussi critiquent ma musique ou donnent un avis négatif, puis c'est la vie, j'ai envie de te dire. Hein. Du moment qu'on tombe pas dans le, tu vois, comme je disais, dans le tacle gratuit, bon. Puis d'ailleurs, je ramène un peu ça à moi. C'est à cause de toi que j'ai découvert. Parce que moi, mon nom d'humoriste, c'est Faf. Ça vient de Fafouin, qui est comme un clown tu sais, l'idiot du village de région. C'est le Fafouin. D'accord. C'est Le là que ça farfouin, vient. trop marrant. Mais c'est toi qui m'as appris que Faf, en France, ça veut dire face aux Français, qui est un mouvement d'extrême droite. Ouais. Non, mais incroyable. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'ai vu Faf humoriste, dans ma tête, je fais, mais mince, mais il a pas peur de prendre ce blaze-là et tout. Il percera jamais en France s'il garde ce blaze. Et en fait, bah ouais, en France, c'est la France aux Français, c'est le surnom qu'on donne aux fachos en France, enfin aux gens d'extrême droite. Voilà. Donc après, bon, et du coup, Faf humoriste, il y a un côté genre un peu décalé, tu vois, ça fait genre le Faf humoriste. Bon, normalement, bon, ça colle pas trop, mais écoute, hein. Si je viendrais un jour en France, si je venais un jour en France, dis-je, j'adapterais mon nom, je le changerais un peu parce que Ouais, non, puis après, et puis ça peut te faire connaître, mine de rien, tu vois, sans faire exprès, quoi. Genre, bah, les gens, ils vont se dire, mais attends, mais le mec assume d'être un Faf et humoriste. Bon, on va aller voir, c'est quand même bizarre. Et puis du coup, ils comprendront qu'en fait, pas du tout, quoi. Ah, mais ouais, ok, donc j'allais m'embarquer dans quelque chose, mais je suis peut-être mieux pas, mais bref. Carl William, ouais, c'est ça, Carl, parle-toi un peu, mais ça, on t'entend pas, là. On m'entend-tu? Ok, ouais, il y a juste, faut pas qu'on parle en même temps que toi pour les 2 premières secondes que tu parles. Ah, bon, mais là, ben, je voulais juste dire, tu sais, le Faf humoriste, ça se fait quelque chose qui, tu sais, c'est une anecdote qui se plug bien, puis je veux dire, quelque chose qui peut devenir viral en France d'une manière ou d'une autre, là, en entrevue ou de quoi. Juste cette anecdote-là, ça veut pas dire la même affaire, là. Ça fait bon, c'est un bon marketing pour aller en France. Ça peut être un moyen d'accroche, cela dit. Ouais, ben c'est. Parce que moi, j'ai déjà eu 2 bonnes controverses depuis que je fais de l'humour. J'ai eu des manifestants devant un de mes spectacles parce que mon humour était... Ouais, 3 manifestants devant mon spectacle parce que mon humour était trop corsé. Disons ça comme ça. Puis je me faisais souvent dire « crève, sale facho ». Et je comprenais pas pourquoi que le monde me traitait de fasciste, mais là j'ai compris. Ah bah ouais. Non, mais l'anecdote est incroyable. Hein. L'anecdote est vraiment incroyable. Oui. Dans tes vidéos, tu parlais que je te laisse poser la question sur Magic the Gathering, mon cher Carl. C'est parce que j'écoutais hier ta review 2020, puis tu dis que tu prévoyais faire une vidéo sur le métal et Magic the Gathering, puis
voulais te relancer là-dessus, j'étais comme, le lien, il est où? Je voulais savoir ça, fait que je te relance. Alors, ça va pas parler de métal, ça va que parler de Magic l'Assemblée. OK. Ouais, parce que du coup, on va sortir la vidéo probablement sur la chaîne de HAL 236, parce que ça va être notre deuxième collaboration vidéo. Et on va essayer un peu d'adapter ce qu'on a fait pour les artworks métal au jeu de cartes Magic l'Assemblée. Sauf qu'on va pas uniquement parler des artworks, on va essayer de parler de l'impact que le jeu a eu dans l'histoire du jeu, tout simplement. Que c'est le premier et le plus grand des jeux de cartes à jouer à collectionner qui existent. Que le jeu existe encore aujourd'hui parce que voilà, ils arrivent à se réinventer tout en gardant les bases et que ça en fait un des jeux les plus intéressants, quoi. Il y a aussi un flavor incroyable dans ce jeu, c'est-à-dire le lien qu'on va avoir entre les illustrations, l'effet de la carte sur le jeu et ouais, et puis bah aussi les flavor text qui est sur les cartes tout simplement. On a un truc comme ça qui est super beau, super et en fait on va essayer de mettre ça en avant dans la vidéo et qui sortira probablement sur la chaîne de HAL 236. Ah ouais, c'est clair. Il y a tout un lore qui est connecté. C'est un univers un peu comparable à Tolkien ou whatever. Là, je veux dire, l'histoire au complet existe là, dans Magic. Fait qu'il y a définitivement quelque chose à faire avec ça. Là. Ah bah c'est clair que tout le lore qu'il y a derrière aussi, ça. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tu as le lore qui colle aux illustrations, qui colle aux effets de la carte, qui colle au. Il y a Enfin, je trouve ça incroyable. Une partie carte Magic, moi, je me suis remis vraiment à beaucoup jouer là depuis quelques mois en format Commander, EDH, je sais pas comment vous dites vous à Québec, mais et j'y joue, ouais, bah, j'y joue très régulièrement avec des amis et enfin, on prend notre pied, quoi. C'est le builder ton deck, aller le tester, faire des changements, faire, il y a. Je sais pas, c'est vraiment une passion, quoi. Magic l'Assemblée, c'est une passion que j'ai en plus de la musique. Oh, bah tiens, il y a un petit pote qui vient d'arriver. Ouais, mais Salem, le nom du chien. Juste, parce qu'il y a énormément de musiciens heavy metal qui jouent à Magic. Nous autres, on dit Magic the Gathering, vous dites Magic l'Assemblée en France. Mon ami est parti en tournée pendant un bout avec le groupe Hellstorm, puis les gars ne faisaient que jouer à Magic the Gathering. Bah, en plus, on l'a vu sur la dernière extension Kaldheim, où en fait ils ont relié un peu justement le côté viking metal, pagan metal, parce que c'est un plan, donc là avec Magic, cette fois on va aller dans un plan qui est inspiré par les cultures scandinaves et par les religions polythéistes vikings, tout ça. Et du coup, ils ont demandé à plein, soit des influenceurs un peu reliés à la culture rock metal, soit des musiciens de groupes de métal connus directement, de partager les avant-premières des cartes, les previews des cartes. Ce qui fait que moi, je me suis retrouvé avec 2 cartes avant tout le monde pour pouvoir les montrer à ma communauté. Oh. Pareil, en France, on a Valet PL, Magic C'est Chic, pareil, qui sont des gros youtubeurs, des gros créateurs de contenu autour de Magic qui sont excellents, allez les voir. On a eu les gars de Mastodon qui ont partagé, Amon Amarth aussi qui ont partagé des cartes. Donc, Oh mon dieu, ok. Ouais. Bah, en gros, Wizard a très bien compris que une grosse partie de leur public était des fans de métal, ça ils le savent. Et là, ils leur rendent un peu hommage via Kaldheim, du coup, cette nouvelle extension. Et le pont a été fait de manière sympathique, c'est qu'ils ne sont pas non plus allés dans le grossier et tu vois, genre, les métalleux, vous aimez le métal, bah, ils sont vraiment, c'est resté léger, tu vois, ils ont contacté tout un panel de groupes, ils sont pas contentés d'Amon Amarth, tu vois, ils ont fait aussi appel à des groupes comme Torch ou des groupes comme ça. Et j'ai dit Torch presque avec l'accent. Mais et du coup, voilà. Et puis même les illustrations, ça reste du Magic, ça reste varié dans les illustrations. C'est pas du fan service de métalleux, quoi. Donc non, franchement, bravo à eux et même en termes de direction artistique, ça assure, quoi. Encore une fois, ça assure. J'ai 2 questions qui viennent de me popper en privé. As-tu des cartes qui ont énormément de valeur de Magic the Gathering? C'est le problème, hein. C'est devenu des objets de collection. Et certaines cartes sont devenues des objets de collection. Bah écoute, ouais, c'est le problème. Moi, je me fixe un petit budget par mois pour acheter les cartes et tout. Des fois, je me fais un peu plaisir. Des fois, je me contente de cartes. Parce que maintenant, tu as les cartes foil. Tu sais, as les chefs-d'œuvre aussi qui sont arrivés avec les explorations, les trucs comme ça. Les explorations, non, c'est Ouais, c'est ça. sur Zendikar, ouais, c'est ça. Et donc, c'est vrai que ça tire les cotes vers le haut. Après, ils essayent aussi parfois de faire des rééditions. Mais le problème, c'est que tu as des cartes qui sont sur la réserve liste, et même si c'est des cartes qui ne sont pas forcément jouables dans des formats, bah, rien que le fait qu'elles soient rares, les cartes de la réserve liste en ce moment, elles sont en train de grimper
à vue d'œil, quoi. Donc, si vous voulez investir, les gens, c'est maintenant. On a un de nos amis que c'est un des plus gros collectionneurs de tout au Québec. Faudrait que je reparle un peu plus de Magic the Gathering, mais bref. Peu importe. Parlons de collection, justement. Peux-tu te dire un gros merci pour tes vidéos Reliquat? Ah, bah, merci beaucoup. Bah ouais, c'est vrai que les relis. Bah, ça, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un format qui plaît vraiment aux fans de musique, quoi. Mhm. Vraiment, les gens qui aiment bien diguer la musique, qui ont des goûts variés, qui s'intéressent vraiment à la culture musicale. C'est un format qui plaît beaucoup, même si c'est un format voilà, qui est peut-être le moins regardé de la chaîne. Oh. Franchement, c'est pas grave parce que je sais que ça reste un bon moyen de communiquer justement avec les gens qui aiment profondément la musique. Parce que les objets de collection, je pense juste à, à Monsieur Kissman, que le gars qui avait tout de Kiss, c'est fou raide, là. Ah bah ouais, lui il revient souvent, c'est celui qu'on me cite beaucoup, le Kissman, donc le Suisse, qui est, il me semble, ou en tout cas il est parmi les plus grands collectionneurs de Kiss en Europe, mais je crois qu'en Europe c'est le premier, à tel point qu'il y a même Jane Simmons qui l'appelle régulièrement pour faire des échanges avec lui, parce que le plus gros collectionneur au monde de Kiss, c'est évidemment Jane Simmons, hein, qui est son propre collectionneur. On reste dans l'ego démesuré du gars, quoi. Et parfois, ça lui arrive d'échanger voilà, une tenue de scène ou un instrument directement contre des bouquins qu'il n'a pas, des bouquins traduits ou des trucs. Donc, il fait du trade avec Jane Simmons. Voilà. Et c'est hyper impressionnant. Enfin, en vrai, c'est un vrai musée, hein. Une fois que tu es dedans, il y a vraiment un truc qui se passe. C'est super agréable, super. Et puis, il est complètement passionné. Et de toute façon, les gens passionnés sont passionnants. Donc Oui, puis moi, exemple, dans le temps, je tripais beaucoup sur. J'aimais beaucoup les vieux jeux vidéo. Puis je m'étais bâti une collection de ça dans le temps. Puis j'essayais de rentrer en contact avec d'autres collectionneurs pour faire des vidéos. Et les gens voulaient pas me donner accès du tout à leur collection parce qu'ils avaient peur de se faire voler ou des choses comme ça. Y a-tu des collections que t'as pas été capable d'avoir accès que t'aurais aimé avoir accès pour Reliquat ou? Alors, ça m'est arrivé d'avoir 2, 3 échanges de personnes qui n'étaient pas trop chaudes, soit parce que les gens n'étaient pas à l'aise devant la caméra ou préféraient garder leur petit sanctuaire, tu vois, Ok. caché, quoi, ce que je peux comprendre. Et j'ai déjà eu effectivement cette crainte de gens qui me disent ouais, mais je préfère pas, il y en a qui connaissent mon adresse, j'ai des pièces qui valent très très cher, donc dans le doute, je préfère pas trop. Et pareil, souvent les gens, quand je dis la ville où ils habitent, ils disent ouais, bah juste. Tu précises la ville ou la région, mais puis effectivement, j'ai pas non plus donné le quartier et l'adresse, quoi. Et donc oui, ça m'est arrivé 2, 3 fois d'avoir des refus parce que la personne, voilà, voulait garder son sanctuaire sacré, tu vois, impénétrable, quoi. Voilà. Dans ta- T'es pas obligé de nous la montrer, mais dans ta collection, ça serait quoi la pièce que t'es le plus fier? J'ai pas de pièce vraiment d'objet unique duquel je suis très très fier. Après. Par exemple, des vinyles comme les vieux Running Wild ou les vieux Mania Road que j'ai en First Press, j'en suis assez content déjà parce que c'est des groupes que j'adore, ça fait partie de mes groupes de heavy metal préférés. Et surtout parce que je les ai chopés à des prix d'époque, c'est-à-dire que les collectionneurs qui m'ont revendu ça, ils m'ont revendu ça au prix de l'époque, c'est-à-dire que c'est pas des vinyles que j'ai payé 50, 60, 70 euros, qui sont les prix qu'on trouve sur Discogs, mais j'ai payé ça, je sais pas, peut-être 7 ou 8 euros pièce, quoi, par Oh. vinyle. Donc en vrai, il a fait, bah ouais, à l'époque, je payais ça à 70 francs, 80 francs, 90 francs. Donc je te les refais au prix où moi je les ai achetés à l'époque. En plus, pour la plupart, ils sont bien conservés, ils sont en bon état. Donc je suis assez content de ces pièces-là. Après, j'ai ma petite box summoning. Les vinyles, ils avaient ressorti une box avec tous les vieux summoning en picture disque. J'aime bien cette box, forcément, parce que summoning, c'est un de mes groupes préférés. Ouais, C'était ben, mon groupe pour me préféré. préparer pour l'entrevue, j'ai écouté. Comment il s'appelle l'album qui est sorti en 2013? All Morning's Dawn, je pense. All Morning Dawn, ouais. Pour me Ouais. préparer pour l'entrevue de ce matin, j'ai Ah, pour écouté. être dans l'ambiance, trop bien. Trop bien. Bah ouais, c'est un groupe vraiment que je. Puis d'ailleurs, Bataille, c'est comme donc, ce dont on parlait tout à l'heure, s'inspire énormément de Summoning. Je suis vraiment c'est un groupe qui m'a énormément marqué. Et il y a beaucoup de groupes qui ont essayé d'imiter Summoning. Et pour moi, à chaque fois, ça n'arrive jamais à la cheville de leur génie et de la façon dont ils arrivent à transmettre. C'est leur lecture du Mordor, en fait, ou leur lecture de Tolkien, du Silmarillion, tout ça, quoi. C'est hyper impressionnant. Et pour finir, sur mes pièces préférées, c'est pas une pièce qui a beaucoup de valeur. De toute façon, j'ai pas non plus des trucs qui valent des milliers des cents, parce que j'ai pas non plus trop encore les moyens. Mais il y a cette box d'Eskarma que je viens de voir,
qui est incroyable. Donc, Death Karma, c'est le side project des mecs de Cult of Fire. Ok. Et ils ont fait deux albums ayant pour thème la mort. Donc, c'est en fait comment la mort est perçue dans tous les pays du monde. Ça peut être le Japon, la Chine, l'Égypte, la Scandinavie, voilà, tout ça. Et chaque morceau correspond à un rituel de mort, un rituel funéraire. Sauf qu'en plus de ça, ils ont sorti un visuel et un poster par morceau. Ce qui fait qu'on a mais en plus des visuels réalisés par David Glomba, qui est vraiment un mec qui déchire. Et donc la box, c'est incroyable, quoi. C'est une box dont t'as le vinyle, t'as un poster par morceau, donc t'as une dizaine de posters. L'album est excellent. Ça, c'est le deuxième album là qu'ils ont sorti. Et les visuels sont fous. Ça se déplie dans tous les sens, t'en as partout. C'est trop bien. Parlant de visuel et d'imagerie, parlons de ceci, Yeah. ce bel article. C'est pas disponible au Québec, mais c'est pas impossible à trouver. Il est disponible sur Amazon.fr, mais il ne livrait. Oui, j'ai été capable de l'avoir par Amazon. Il y a des vendeurs. Je pense que ça a juste coûté 10$ de shipping de plus, mais j'ai été capable de le trouver par Amazon pour ceux-là qui recherchent ton livre. Codex Metallum, premièrement, très bon titre. L'art secret du métal. Il y en a qui disent que ça me donne avec ses. Il mélange l'anthropologie avec le heavy metal puis avec ses documentaires et tout, mais toi, c'est encore plus poussé que ça. Je veux dire, moi, je te décrirais comme l'Indiana Jones qui va creuser dans le heavy metal pour découvrir. Bref, j'adore ce livre. Comment tu décrirais ton livre? Trop bien. Je dirais que c'est un voyage. Je dirais qu'on a cartographié le métal avec tous les différents univers qu'on peut y trouver, que ce soit des univers urbains ou champêtres, fantasy, science-fiction, fantastique. On essaie de cartographier tout ça et d'en faire un petit voyage. Donc on passe par tous ces différents décors. Donc ça a été illustré par Mathias. Alors, cette réunion a été mise à niveau par l'animateur. Ok. Petit message de Zoom, désolé. Donc ça a été magnifiquement illustré par Mathias Léonard et le duo Fortifem, à qui je fais des gros bisous. Et aussi, bien évidemment, par les centaines de pochettes qui nous ont été prêtées par des groupes et des labels pour illustrer ce voyage. Et donc chaque page correspond à une thématique. Ça peut être la thématique des dragons, ça peut être la thématique des vaisseaux spatiaux, ça peut être la thématique du graffiti. Donc tout ça, bien évidemment, répertorié et suivi de manière logique dans notre petit voyage. Et ça permet aussi de discuter, enfin d'écrire autour de toutes ces thématiques qu'on trouve dans le métal. Malheureusement, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Donc forcément, c'est très chargé. Il y a beaucoup de thématiques. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu totalement développer sur chaque thématique, mais c'est aussi le parti pris du livre. C'est-à-dire qu'on voulait parler d'un maximum de choses, sans pour autant développer, mais que ça attise la curiosité chez les gens aussi. C'est-à-dire montrer que le métal, voilà, c'est toute une galaxie. Oui. C'est pas, parfois, c'est oui les clichés dont on parle, mais c'est pas uniquement ça. Ça peut être les clichés, mais ça peut être aussi autre chose. Ce n'est pas que du spandex, le métal. C'est ça. Et le but, c'était de montrer ça. Voilà. Et de manière assez jolie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de travail autour de la direction artistique du livre. On a fait appel à des gens à qui on avait confiance. J'essaie de le vendre. Merci. Allez, achetez-le au Québec. Oui. Parce que si vous êtes capable de vous faire distribuer... As-tu regardé sincèrement pour la distribution au Québec ou ça... Franchement, je sais pas. Il me semble que mon éditrice m'a dit qu'on pouvait se le procurer au Québec. Après, vous êtes quelques-uns à m'avoir dit que vous le trouviez pas. Moi, en fait, j'ai juste eu les liens à partage. C'est-à-dire que pour promouvoir mon livre, on m'a donné une liste de liens. Donc, c'est la bibliothèque, je sais plus quoi. Où normalement, c'est une liste de toutes les bibliothèques de toutes les librairies, pardon, où le livre est disponible. Donc après, je t'avoue que j'ai pas regardé où exactement étaient toutes ces librairies, parce qu'il y en a des centaines. Donc, après, sinon Amazon, malheureusement Amazon, parce que des fois, je sais qu'on n'a pas le choix, parce que c'est le seul moyen de se procurer. Ouais. Puis ceux-là qui le cherchent, ils vont dire que cet item est actuellement indisponible, mais si vous regardez, il est vendu par ses vendeurs, puis il y a des vendeurs qui sont assurés par Amazon que s'ils ne vous le livrent pas, Amazon vous rembourse. Fait que c'est exactement le même prix, là, fait que c'est la meilleure façon de se le procurer pour l'instant. C'est ça. Après, on donne des sous à Jeff Bezos, mais bon, on est sur Twitch. Twitch appartient à Jeff Bezos, hein, de toute façon, c'est baisé d'avance. C'est mort dans l'œuf. Qu'est-ce que t'en penses, Jeff Bezos, mon cher Carl-William Tardy, qui étudie en économie? C'est idiot, man, la fortune que ce gars-là peut avoir, pour vrai, là. Genre, on dirait disproportionné. Ne réalise pas ce que c'est des milliards, là. C'est fou raide, man. C'est incroyable. Juste,
il y a un saying comme en économie que, tu sais, 1 million de secondes, c'est genre 13 jours. Fait qu'un milliard de secondes, c'est de quoi comme 33 ans ou de quoi de même, là. Pour le monde qui ne comprenne pas à quel point c'est gros des Ah ouais, milliards. ouais, non, non, mais c'est astronomique et je pense qu'on devrait établir un score maximum. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint ce score, eh ben, on redistribue la fortune aux autres. Ça ferait vraiment du ruissellement pour le coup. Mais oui, oui, non, c'est aberrant. Puis il a doublé sa fortune grâce au confinement parce que forcément les gens restent chez eux et se font livrer. On s'entend Donc que c'est Jeff ouais, ouais, Bezos, il a toute la collection des originaux de Death Like Silence Production. et puis il a sûrement un playset de Black Lotus chez lui aussi. Oui. Il peut même en avoir tout un classeur s'il veut, cet enfoiré. Oh, on vient de faire dire que Codex Metallum est disponible chez Renaud Bré, fait que c'est le plus gros distributeur de livres du Québec. Et bah parfait. Et Bon, bah voilà. Comme quoi ils ont bien bossé Gallimard. bon, ben, parfait. Puis un livre comme ça, là, une affaire qui m'intéresse, il a fallu que tu aies l'autorisation pour mettre les pochettes, toutes les pochettes d'albums. Bah oui, oui, Gallimard a eu des gens dans leur bureau qui ont appelé toute la journée pour avoir des autorisations. Ah, ok, ça Donc doit être ouais, un ouais. travail de fou. Oui, oui, bah ça a été un taf à plein temps pendant plusieurs semaines pour une dame qui travaillait chez eux. Donc bah, merci à elle d'avoir fait ce travail. Après, c'est vrai que il me semble que tout le monde a accepté. On a juste eu des petits problèmes avec E-Rake parce que E-Rake réclamait un truc comme 300 ou 400 dollars par pochette utilisée. Oui, oui, non, c'est aberrant. C'est les seuls qui ont demandé de l'argent, hein. Et en plus de ça, je pense que ces artworks ont coûté moins cher à E-Rake à faire que bah, nous, on voulait juste les emprunter, quoi. En plus, ça aurait fait de la promo pour leur groupe. Et en plus de ça, dans le lot des groupes qu'on leur a demandé, il y avait Slip. Et sachant qu'en plus, ils ont arnaqué Slip. C'est-à-dire que les premiers albums de Slip n'appartiennent plus à Slip parce qu'ils se sont fait arnaquer sur le contrat. Donc non seulement on n'a pas pu passer par le groupe directement parce que les artworks et les albums leur appartiennent plus, et en plus de ça, E-Rake voulait se faire de l'argent sur leur dos en nous réclamant de l'argent en plus. Donc à partir de là, déjà qu'il y avait je savais qu'ils avaient aussi volé le travail de Dancy Grave et des choses comme ça. Donc désormais, moi je sais que E-Rake fait partie de ma liste noire. J'ai plus envie de travailler avec eux, j'ai plus envie de leur donner de l'argent. Voilà, les mecs sont vraiment très mauvais esprit. Donc, c'est-à-dire on a des groupes beaucoup plus gros et internationaux qui n'ont pas rechigné du tout, qui ont tout accepté et qui n'ont rien demandé en retour. Eux, ils demandaient 300 ou 400 dollars par pochette. J'ai fait, bah non, non, on oublie, je retire les pochettes. Parce que ce qui s'est passé, c'est que pour chaque thème, je proposais une dizaine de pochettes. Ensuite, la dame, elle appelait. Et bah, c'est les premiers qui répondaient. Dès qu'elle avait un retour, elle intégrait la pochette. Puis vu qu'on était aussi limité dans le temps, parce qu'il fallait que le livre il sorte à un moment donné, on n'a pas pu appeler tout le monde. Donc elle n'a pas pu tester toutes mes propositions. Mais au final, on a pris ce qui est arrivé en premier, quoi. Enfin, ils ont pris ce qui est arrivé en premier, parce que moi, j'avais fait mes propositions. Si je parle des groupes, t'as quand même eu Black Sabbath, puis j'ai vu Rammstein Ouais, aussi ouais. dans le livre et d'autres, là, fait que... Ah oui, on a obtenu des gros noms, hein. Mais et puis on n'a jamais eu de problème. Enfin, les maisons de disques n'ont pas du tout rechigné pour ça, quoi. Il n'y a que E-Rake qui a vraiment fait chier. Je comprends Donc, pourquoi que Varg Vikernes a pas voulu signer avec Eric dans le temps. Je sais pas si t'avais lu l'histoire. c'est bizarre, ça aurait pas collé, je trouve. Oh wow, les références... T'as besoin. Quoi, t'as... À 400 pièces, à quel point ils pensent que tu as besoin de cet album-là dans ton livre, là? Il y en a plein d'autres que tu pouvais utiliser, là, je veux dire. C'est clair, je demande à n'importe quel groupe, si je peux négocier un truc, et ils acceptent, quoi. C'est pour ça que. Et en plus, c'est idiot, parce qu'en vrai, Gallimard, c'est quand même un très très gros nom de l'édition en France. Ça aurait fait de la promo pour leur groupe. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Tant pis pour eux. Et c'est triste pour les groupes. Effectivement, c'est très triste pour les groupes. Ah, faudrait que j'arrête de dire effectivement à toutes les transitions, moi. Continuons. Sinon, ta chaîne, bon, c'est ça, le vidéo que tu as faite sur les pochettes d'albums, The Art of Metal, c'est carrément un documentaire que tu as fait avec, en collaboration avec une autre personne. Ça t'a pris une centaine d'heures faire ça seulement ou parce que Ah ouais, la je pense qualité. que c'est. Ouais, vas-y. Pardon. Non, ouais, c'est 4 mois de travail quasiment à plein temps. Cette vidéo, ouais. Ok, 4 mois. Mis ça en temps parce que je dis 100 heures, mais oui, 4 mois, ça fait du temps parce que la Ouais. vidéo est excellente. Là. Je l'ai réécouté ce matin. Là, puis... Cool, bah merci, hein. Bah ouais, ça a été. Donc l'écriture à deux, ça a bien mis 1 mois et demi, voire 2 mois. Après le tournage, donc organisation du tournage, enregistrement des voix off,
toutes les corrections à apporter. Puis ensuite, j'ai fait à peu près 90% du montage derrière. Et le montage m'a pris 3 bonnes semaines non-stop aussi. Donc, sélection des pochettes, animation des panneaux, designer les fonds, monter la petite partie fiction. Enfin, ça a été vraiment 4 mois de boulot intense. Sachant qu'à côté, je composais aussi l'OST avec Bataille pendant ces 4 mois. Que je maintenais la chaîne Twitch, parce qu'en plus, je faisais du Dark Souls et des horreurs comme ça sur Twitch. Donc, ça a été 4 mois vraiment intenses en termes de production, on va dire. Et puis, il fallait aussi continuer d'alimenter la chaîne avec d'autres contenus. Donc, Puis comment tu vois ta chaîne Twitch? Tu fais souvent du listening, que tu vas écouter d'autres musiques. Je sais pas comment décrire ça. ouais, c'est les soirées jukebox. La soirée de jukebox. C'est ça. Bah, en gros, les gens, donc ça fait partie du. Bah, je considère ça comme du financement participatif. C'est ce qui permet de me faire vivre, de me faire manger, de payer mon loyer, hein. Les gens, en fait, mettent une pièce dans le jukebox. Donc, ils mettent ce qu'ils veulent. Ça va de 1$ à plus. Et ensuite, ils m'envoient une sélection musicale. Et à ce moment-là, on écoute, on regarde le clip, on écoute le morceau. Et puis, on le commente. Voilà. Donc, j'essaye de rester assez sincère. Donc, des fois, quand je reçois des trucs vraiment horribles, bah, je le dis, mais toujours pareil. J'essaye de pas trop non plus tacler les groupes méchamment. Puis les gens connaissent mes goûts aussi. Donc c'est vrai que des fois, quand ils m'envoient des trucs, des espèces de trucs de groove metal ou de semi-trash, parce que grâce à toi, maintenant, on utilise cette expression de semi-trash un peu nul, je le dis, je fais... Ah bah si, le semi-trash, moi, je l'utilise maintenant. Je t'ai piqué l'expression. C'est copyrighté, je dis ça vient de Metalgram, mais je l'utilise. Et c'est vrai que je dis, bah les gars, vous connaissez mes goûts, c'est évident que ça va pas me plaire. Bon, après, je mets quand même le lien, je fais voilà, allez écouter ce groupe-là. Si vous aimez, vous allez écouter. Ce qui fait que parfois, j'ai des groupes qui en profitent pour faire un peu leur promo. Bah, s'ils veulent, ils ont droit, hein. Et là, embarquons dans une discussion heavy metal. Ton amour pour le pagan metal, le folk metal, ça vient de quoi et pourquoi? Ça vient de où et pourquoi? Je pense tout simplement que c'est parce que quand j'étais petit, je jouais à des jeux vidéo d'Heroic Fantasy, principalement du RPG, du action RPG. Donc pour les citer, Zelda, La Légende de Thor, Soleil, Light Crusader, Landstalker, Wild Arms, tout ça. Wild Arms, c'est pas trop action, mais voilà. Et je sais pas, j'ai ce délire de petites mélodies au synthé, tu vois, qui est resté. Puis forcément, le pagan et le folk, bah, ça utilise beaucoup les synthétiseurs. Alors parlons d'Equilibrium, je vois dans le chat Willow qui réagit. Bah ouais, je sais pas. En fait, ça m'inspirait ce côté épique, jeu vidéo, on va à l'aventure, tout ça. Puis quand j'étais petit, pareil, j'aimais bien les dragons, j'aimais bien les cultures celtes. J'allais tout le temps, quand avec ma mère, on allait en vacances en Bretagne, et je visitais toutes les petites boutiques de souvenirs qui vendaient, tu vois, des corrigans, des petites merdes comme ça. Donc j'avais toute une collection de figurines de corrigans, de dragons et trucs comme ça. Et forcément, bah, dans les premiers, comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes qui découvrent le métal, tu tombes sur des Fintroll, des Equilibrium, des Folkenbar, ou Bathory période Viking, hein, parce qu'il y a le Viking metal aussi. Et je sais pas, ça m'a pris, quoi. J'ai baigné là-dedans pendant pas mal d'années. Après, petit à petit, je m'en suis détaché parce que mes goûts ont un peu changé. Je trouve que c'est un style aussi qui s'est sclérosé totalement. C'est-à-dire que maintenant, c'est quand même beaucoup la même chose. Le public aussi a commencé un peu à me taper sur le système. Bah, le folk est Donc, beaucoup associé à l'alcool présentement, là, disons-le. Bah, il y a aussi tout le côté musique à boire aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir des choses très sérieuses, très nobles, si je peux employer ce terme, comme du Bathory ou du Folkenbar. Et à côté, ça peut être aussi la foire à la saucisse, Corpiclani, tu vois. Moi, c'est vrai que j'étais plus... Moi, j'étais plus du côté épique, même si les chansons à boire me dérangeaient pas tant que ça. Mais le problème, c'est que ça, c'est vite devenu répétitif. Franchement, c'est devenu très Patrick Sébastien Corr, tu vois. C'est devenu, on fait tourner les serviettes, machin, tu vois. Bon, c'est rigolo une fois, 2 fois, 3 fois, mais après 10 ans, t'as fait le tour, quoi. Puis, je voulais avoir absolument cette conversation-là avec toi. Le metalcore. Bah moi c'est pareil, c'est comme le folk metal, c'est arrivé en même temps, quasiment en même temps. Peut-être quelques années après, mais quand les Kill Switch Engage sont arrivés, les Honors, les trucs comme ça, moi j'ai trouvé ça incroyable. Parce qu'en fait, j'étais déjà fan de In Flames, Soulwork et ces trucs-là. Okay. Donc le côté refrain mélodique et mélange de death metal et de riff un peu heavy metal finalement, parce que c'était un peu le mélange de ces deux styles.
les Ricains l'ont pris, ils l'ont modernisé avec des grosses productions. Ils ont rajouté beaucoup du côté hardcore avec les mosh parts et les trucs comme ça, du côté metal hardcore. Ben, je pense que Donc, le nu metal, que moi j'appelle le metalcore, mais oui, je sais, ouais, vous appelez ça comme ça, parce que nous les autres, la anglo-saxons. musique de centre d'achat, nous autres qu'on appelait, parce que il y avait une mode au début des années 2000 que tous les fans de Slipknot se prenaient en selfie devant un magasin dans un centre d'achat. Mais on a pas évolué aussi vers certains chats. Fait que t'as certains groupes qui sont plus dans le spectrum du métal, qui sont vraiment excellents, mais t'as d'autres groupes que moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de misère à apprécier. Moi, je pense que c'est un peu comme tous les genres musicaux, tu vois. À chaque époque, à chaque génération, son style de musique, que ce soit des styles très mainstream ou des styles plus confidentiels Mhm. comme le métal. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc le metalcore, et c'est le truc à la mode qui est arrivé un peu après le néo-metal, quoi. C'était un peu le MTV metal. Et forcément, il y a eu des. Puis en plus, ces groupes-là avaient toujours des gimmicks quand même très particuliers. Et du coup, quand ces gimmicks sont imités, puis réimités, puis encore réimités derrière, bah à la Ouais. fin, ça donne des trucs qui sont un petit peu pathétiques, quoi. Mais je pense que tu as exactement la même chose dans le black metal, tu as exactement la même chose Oui, dans c'est vrai. le hard rock FM ou dans le glam, tu vois. Ces trucs, ces motifs-là, tu les retrouves je pense, dans tous les genres musicaux, dans le hip-hop, et c'est juste que je pense, bah, c'est qu'à chaque génération, ces trucs un peu risibles, quoi. Et c'est vrai que le néo-metal et le metalcore, on en a eu à l'appel des groupes risibles, mais bah, écoute, il faut que jeunesse se fasse, hein, c'est comme ça. Hein. Tu C'est veux voir ma des bite? bands, les mecs, ils ont 20 ans. Puis à un moment donné, tu as la culture un peu hot topic et emo qui s'est mélangée à tout ça, donc ça a donné des trucs comme Attack Attack, ou tu vois, ou des trucs vraiment horribles, Le je te crabe l'accorde. metal. Mais le crap metal, mais c'est comme ça, quoi. Moi, tu vois, c'est comme je dis, si vraiment au bout d'un moment donné, ça me saoule, j'arrête d'en écouter, puis voilà. Mais par contre, je reste vraiment ancré sur ces groupes de metalcore, tu vois, milieu des années 2000, qui, moi, m'ont vraiment marqué pour le coup, parce que j'aime bien la mélodie, j'aime bien les chants clairs, j'aime bien les mosh parts aussi, donc forcément, ça m'a. Ben, moi, dans ce genre-là, mon groupe préféré, ça va être Between the Buried and Me. Là, Ah bah, eux, ils ont apporté carrément le côté progressif au metalcore, quoi. Puis, Et c'est un excellent groupe. ton opinion sur le progressif, parce que il y a énormément de fans de heavy metal qui vont vouer une adoration à des Gentle Giant, des groupes comme ça. C'est quoi ton opinion par rapport au progressif, toi? Bah, moi, j'écoute déjà un peu de rock prog parce que mon père m'a fait tourner quelques groupes justement comme Gentle Giant, qui fait vraiment partie, bah, qui est sûrement mon groupe préféré prog des 70s. Après, j'écoute un peu de Yes, ou des groupes de néo-prog comme Palace, des choses comme ça. Donc, c'est une culture que j'ai en moi, et même si je suis pas non plus hyper calé dans le sujet, quoi, j'aime bien le prog. Par contre, le metal prog, je suis un peu plus tatillon. J'ai découvert Dream Theater, bah, pareil, un peu jeune adulte, adolescence, avec Octavarium, ou comment il s'appelle, Metropolis Partout, des choses comme ça. Ouais. Train of Finalement, j'ai un Thought, le petit. meilleur album selon moi. Là. Lequel? Train of Thought, l'album Bah, tu sorti en vois, 2003, Coucou, tu veux voir ma qui bite? a ouais, je l'ai même pas. As I Am. Selon moi, c'est le meilleur album de Dream C'est quoi Theater. la pochette de celui-là? Je l'ai même pas. Eh boy, Train of Thought. C'est l'album qui est sorti. Il y avait Six Degrees of Inner Turbulence qui avait deux albums qui est sorti après Metropolis Part 2. Puis c'est l'album qui est sorti après Six Ah. Degrees of Inner Turbulence en 2003, je pense. Ah oui, bah je le connais pas lui. Je vois, c'est lequel. C'est celui avec le tunnel et l'œil au bout. Oui, Il y a c'est des ça. corbeaux et tout. La pochette est assez sombre, je suis allé voir. C'est- Tu sais quoi, celui-là, j'ai dû l'écouter une fois à l'époque quand je découvrais et je l'ai pas retenu. Mais je me fais encore parler de ma critique de The Astonishing de Dream Theater que j'avais détesté et que j'ai réécouté dernièrement et que j'ai appris à haïr encore plus. Ah, je croyais que ça allait dire genre ça y est, j'ai réussi à l'apprécier avec le temps, et non, j'ai réussi à le haïr encore plus. Bah, le metal prog, alors, je peux te citer quelques noms, un groupe que j'adore et qu'on écoute beaucoup avec le chat pendant les lives. C'est ah putain, le trou Pagan's Mind, qui est un groupe de metal power prog Ok. norvégien que j'adore, et c'est un concept band sur Stargate. Donc, Oh! improbable. Mais vraiment, ils ont un album Through Otherwise Eyes enfin moi, non, alors l'album c'est Celestial Entrance et le premier album c'est Through Otherwise Eyes. Vraiment, cet album pour moi c'est au panthéon du metal, c'est du power prog en fait, c'est vraiment incroyable. Ok, Mais tu vois, Pagan's c'est pas Mind. même les Fates Warning ou les trucs comme ça qui sont vraiment cultes dans le genre. Oui, Et bah j'ai Fates Warning. toujours pas trop accroché, quoi. Donc
Ben, sur les 3 premiers albums, quand c'était John Hart qui chantait, c'est sûr que moi j'adore ça, mais c'est pas accessible. La voix n'est pas accessible C'est très bizarre hein, comme musique. Ouais. Oui. Après, il y a dans les groupes de nouveaux prog, donc tu as le Gent aussi qui a apporté un peu cette nouvelle, tu vois, cette nouvelle tendance de prog moderne. Tu as des trucs comme Animals as Leaders, des choses comme After the Burial, tu vois, où là, on va retoucher à des trucs encore bien techniques, bien mélodiques, avec, beaucoup d'imagination, tu vois, dans la composition. Et là, je me retrouve aussi pas mal, je t'avoue. Album préféré de Gojira? From Mars to Serious, bien évidemment. Bien évidemment. Je pense que tu connais ça, toi, Carl William, Gojira? Ouais, je Comme- connais le band. Pas en profondeur pour nommer tous les albums, mais ouais, je connais le band. Moi, ouais. Ben, bref, j'étais, comme tout le monde, j'ai été déçu un peu par le dernier album, là, mais bon. J'aime bien la toune, la toune style parodique que Ultra Vomi ont fait, deux autres, là. Ils font Face à la mer, puis qui ont fait Ah oui. à la manière d'eux, là. Ouais, ouais, bah c'est oui, eux, pour le coup, c'est les humoristes du métal, donc ils font de l'imitation. Et c'est vrai que, bah, alors, en plus, ce morceau, ils le jouent en live depuis des années et des années, mais ils l'ont mis que sur le dernier album. Ah, Et ok. la première fois que je l'ai entendu en live, forcément, t'es mort de rire, quoi. Ah, Le problème, c'est qu'après, ça devient un mème, et 6 mois après, c'est plus drôle. c'est quoi ton opinion sur Aimes-tu War of Steel? Bah, je connais très mal, en fait. Hein. Ok. Alors, moi, les groupes parodiques, ça me dérange pas tant que ça. C'est juste que parfois, la blague, c'est comme Alestorm. Tu vois, il y a le côté parodique, power metal, voilà, C'est métal à vrai. synthé. Mais c'est-à-dire que le début, c'est drôle. Tu vois, la deuxième fois, c'est drôle. La troisième fois, t'es bon. Ok. Et puis la quatrième fois, c'est ah, vas-y, vous m'avez saoulé, je passe à autre chose. Mais si des gens découvrent, en fait, ce truc-là, par exemple, avec le quatrième album, bah, c'est normal qu'ils accrochent, en fait. Parce que bah, la blague, ça fait pas 10 ans qu'ils l'entendent. Et je pense que pour Nanowar Steel, c'est pareil, tu vois. Bah, j'écoutais un petit peu à l'époque quand ça s'appelait uniquement Nanowar. Et bah, ça me faisait marrer, mais bon, sans Ben, plus. c'est qu'au début, c'était très enfantin. Ils faisaient une Ouais. parodie de Master of Puppets, puis ils appelaient ça Master of Pizza, puis tu sais, Oui, oui, oui. c'était très basique autant que pour côté musical que dans l'humour. Là, je sais qu'ils viennent de signer avec, je pense, c'est quel label qui vient de signer? Napalm Records, un truc Napalm comme ça. Records. Puis là, ils ont du budget, puis ils font beaucoup de guests dans le musique, mais quand même, ils trouvent le côté humoristique. Je suis un humoriste, je peux en parler. Ils me surprennent quand même. Fait que D'accord. mais côté musical, oui, quand même. Quand ils ont fait le dernier Tu veux morceau, voir ma le bite? avant-dernier morceau, Val Alléluia, je trouve que c'est quand même très réussi. Bah, en fait, il y a des. Oui, après, c'est vrai qu'ils mettent les moyens pour construire leur blague, clairement. Après, c'est vrai que ça donne souvent l'impression d'une soirée arrosée entre potes qui a un peu mal tourné. Et puis finalement, ils se sont fait, mais venez, on va quand même le faire. Et puis ils poussent le délire au point de signer sur un label, de sortir l'album. Et du coup, ça marche parce que c'est vrai qu'en plus, ça vient casser un peu ce côté sérieux que peut avoir le métal. Mhm. Du coup, ça marche. Donc moi, après, j'ai rien de spécial contre ces groupes-là. C'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, je me lasse parce que bah, Bah, bon, je sais pas, c'est comme quand on te répète une blague régulièrement. Au bout d'un moment, tu te lasses. Bah là, c'est à peu près pareil, quoi. c'est ça le désavantage de la comédie, c'est que la première fois est drôle, la deuxième fois est beaucoup moins drôle et C'est ça. C'est pour ça que c'est dur de se renouveler. J'imagine, en tout cas, que c'est très dur de se renouveler dans l'humour. oui, oui, effectivement. Fait que c'est pour ça que vu que je suis encore dans l'underground un peu québécois, ben là je suis pas connu. Fait que partout où c'est que je passe, je suis nouveau, même si ça fait 2 ans que je fais les mêmes blagues des fois. C'est Là. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, meilleur concert que t'as vu à vie? Ou dans les meilleurs? Pas obligé d'être Ouais. le meilleur. Bah, je pense que moi, je pense souvent en live à des concerts de Devin Townsend ou Opeth Oh, ou Emperor. Bah, déjà parce que c'est des artistes que j'adore pardon, sur album de base. Et donc forcément, bah, très très bon souvenir de ces concerts, notamment Devin Townsend en 2010, mon premier Brutal Assault, qui était en tête d'affiche d'une des soirées. Et le moment où il claque le premier accord, il y a un déluge de pluie qui tombe sur le site du festival. Et il a plu pendant tout le concert. Sauf que le son était incroyable. Le light show incroyable. La prestation incroyable. Tout était génial. C'était magique. Il a fait une setlist de rêve. En tout cas, il a joué quasiment que des morceaux que moi je connaissais, parce que je ne connais pas non plus l'intégrale de Devin Townsend par cœur. Et les gens étaient à fond. C'est-à-dire que la pluie n'a pas empêché les gens de passer un bon moment. Tout le monde était à fond. Donc ça, très très gros souvenir. Et surtout, j'étais avec Malcolm, donc mon ancien collègue de Two Guys One TV,
avec qui je retravaille un peu aujourd'hui, parce qu'on a renoué contact. Donc, et puis c'était là, en vrai, en plus ce festival, c'est notre premier vrai report, parce que bon, à l'époque, on n'avait pas de chaîne YouTube, rien du tout, mais on avait emmené une petite caméra, et puis on s'était filmé à faire 2-3 conneries, à faire les cons, quoi. Et on s'était fait un petit film de vacances, mais qu'on avait gardé un peu confidentiel. Et donc ça a été notre vrai boulot vidéo, ça a été sur ce festival finalement. Donc gros souvenir, forcément. Donc voilà, c'est le premier truc qui me vient. Après, Gojira en live, c'est toujours incroyable, hein. Même si aujourd'hui ils font partie des plus gros et des plus mainstream, ça reste peut-être le groupe le plus puissant que j'ai vu en live, que ce soit dans la gestuelle, dans l'énergie qu'il dégage, dans l'interprétation, dans le son. Tout est à chaque fois monstrueux avec Gojira. Et après, pour citer des groupes plus underground, un groupe que j'adore voir en live, c'est des Rennais, donc ils sont à côté de chez moi. C'est les Trasheux de Executor. C'est un groupe de thrash metal et du vrai thrash metal, pas du semi-trash, avec, avec des petites influences à la fois hard rock, à la fois black metal. On peut ressentir un peu de Niflheim parfois, mais aussi des trucs un peu plus hard rock. Et c'est trop fort, ils sont trop forts. Et en live, ils ont l'attitude. Executor avec un H, ouais. Ok. Et puis ils ont vraiment la grosse attitude, puis c'est, ouais. Moi je trouve ce groupe incroyable. Et contrairement à Willow dans le chat qui se plaint, moi j'ai adoré le nouvel album, qui est beaucoup plus ambitieux, avec plein de mélodies. Ils ont même rajouté un peu de clavier. Il y a un petit côté power metal sur la fin de l'album qui est tout nouveau pour le groupe. Je sais pas comment ils vont réussir à restituer ça en live. Mais et en plus, comme dit Bionax, ils ont un logo qui est formidable. Donc non, vraiment en live Executor. Donc là pour les petits groupes, hein, parce que bon, ils font les bars, ils font les petites salles. Mais ils ont ouvert le Hellfest, le dernier Hellfest, je crois. Ils ont ouvert le samedi, il me semble, mais je suis pas sûr. Coucou. Donc ils commencent un peu à faire parler d'eux. C'est bon. Toi, Carl William, ton meilleur spectacle que tu as vu en vie, ça serait quoi? Je pense, c'est pas un groupe de métal, par exemple, mais ce serait Elong, Elung, je sais pas comment ça se prononce, mais on l'écrit dans le chat. Là. Ce band-là, qui est un band scandinave de musique expérimentale. Là, le show était fucking nuts. Pour vrai, là, en termes de visuel, d'expérience, là, mais faut connaître le groupe pour savoir comment ça peut être bizarre là, comme show, mais ouais. Ça serait. J'ai pas vraiment vu de show de métal, ben. Et d'ailleurs, Elung, c'est vrai que ça fait partie de ces groupes un peu affiliés à la culture métal, forcément, qui plaît beaucoup aux gens qui n'écoutent pas forcément de métal, un peu à l'instar d'un Vardruna, qui aussi reprenait ce côté un peu viking, scandinave, qui le mettait en scène, et on sortait justement un peu de ce côté. Ah, vous avez vu, on est des vikings, alors qu'ils font juste poète-poète avec un clavier sur scène, quoi. Là, on a vraiment des instrus traditionnels, on a toute une mise en scène et tout. Et en fait, je comprends tout à fait que ça attire des gens. Tu vois, qui n'écoutent pas forcément de black metal ou de choses comme ça, quoi. Tu sais, Elung, dans leur set d'instruments, il y a un certain moment où ils font juste, basically, jouer de l'os, là. C'est juste des os, en fait, puis ils jouent de l'os. Instrument os. Line-up os. C'est des bonheurs. Des boners. Boner. Ça, qui veut dire érection en anglais, mais bon, je m'excuse Oui, pour j'avais bien le jeu compris. de mots. Puis, Moi, j'ai une question pour vous deux, si oui. je peux. Là. Moi, je suis un gros fan de musique indé. Là. Je passe beaucoup de temps, genre, je vais sur Bandcamp, j'écris un style de musique, métal, par exemple, puis je fais juste écouter des bands au hasard, je connais que je tombe sur quelque chose que j'aime. Là. J'aimerais savoir votre top musique indé ou band que vous avez, c'est vraiment indépendant. Ouais, indépendant, dans le très, très pas connu, mettons, que vous avez fait comme eux. J'aime ça, ça devrait être plus connu. Suggestion. Là. Paysage d'hiver, ça rentre-tu là-dedans? Paysage d'hiver, ça rentre là-dedans sur un estimant, mon chum. Ah, nac! Pour ceux qui ne connaissent pas Paysage d'hiver, c'est un genre de groupe de métal. Black metal atmosphérique, des fois pendant 4 minutes, t'entends juste un bruit de vent avec quelqu'un qui marche dans la neige. Moi, j'adore ça. Si t'aimes les chansons vraiment longues de Elung, tu vas aimer Paysage d'hiver. Ouais, c'est suisse, c'est un des mecs de Dark Space. Ouais, de Dark Space. Qui fait ça, ouais. Malheureusement, je suis pas encore entré dans le dernier album parce qu'il est très long. Mais il faut que d'ailleurs dans le premier et dernier, parce qu'il n'y a pas de. Avant, c'était que des démos, même si ça a duré 1 heure. Et c'est Paysage d'hiver, c'est un groupe. J'aime beaucoup l'imagerie, j'aime beaucoup le parti pris à la fois minimaliste et un peu noisy. Et
Et surtout, il y a des vraies ambiances, quoi. Il y a des vraies ambiances. Il y a un travail sur les ambiances qui est incroyable. Donc, ouais, groupe, il faudrait que je me penche un peu plus sur eux. Après, bah, moi, dans les trucs indés, alors je sais pas à partir de quand on est indé ou pas. Je sais pas. Indé, c'est juste pas signé, par exemple, sur un label, c'est ça? Ou petit, quoi. Bon, petit. Petit, Petit. ça serait la meilleure description. En ce moment, donc, il y a un groupe qu'on m'a fait découvrir dans le chat que j'écoute en boucle. Et c'est un groupe de. Alors, c'est pas métal, hein. Ça se met entre le rock indé, le shoegaze et ce genre de choses. Un peu style anglais des années 80-90. Sauf qu'ils sont suédois et c'est un groupe des années 2010. Ça s'appelle West Coast. W-E-S-T, Cust avec un K, K-U-S-T. C'est incroyable, ça me rappelle vraiment le meilleur de Slowdive ou de choses comme ça, ou de Chapter House. C'est hyper lumineux, très nostalgique. C'est une fille au chant, elle a une voix, mais c'est un ange. C'est clairement, il y a de la lumière, il y a du. J'en ai fait l'éloge justement dans ma vidéo bilan 2020. Je suis tombé amoureux de ce groupe, donc je sais si les gens voulaient écouter West Coast, le dernier album, celui avec les. C'est un album éponyme avec un chant de fleurs roses. Franchement, ça m'a envoûté ce truc. Et ouais, je sais pas s'ils sont signés, déjà s'ils sont indés ou pas, mais c'est vraiment un tout petit groupe, c'est pas connu. Là, il commence à avoir une petite hype autour parce que vraiment l'album est trop bien. Donc bah voilà, West Coast que je conseille. Et même une de mes questions que je vais te poser, comment tu écoutes ta musique? Est-ce que tu es plus physique, le vinyle, le CD? Qu'est-ce que tu passes de Spotify? Ouais, bah si je veux être franc, j'écoute quand même beaucoup sur YouTube et en Wave ou MP3 sur mon ordi ou dans la rue, sur mon téléphone. Parce que forcément, quand tu es en train d'écouter de la musique, bah, tu es souvent en train de scroller devant l'ordi. Ou souvent, moi, quand je fais des écoutes un peu plus attentives, c'est quand je fais des voyages en train ou que je prends mon bus ou que je vais marcher pour aller faire mes courses ou peu importe. Là, j'ai de la musique et c'est vrai que je suis un peu plus concentré. Donc, c'est souvent au casque ou aux écouteurs, devant mon ordi ou dans la rue. Donc, c'est pas les meilleures conditions d'écoute. Après, je suis quand même attaché au physique. Donc, quand même, régulièrement, je me mets entre 5 et 10 vinyles par semaine sur ma platine, où j'ai pas un matos incroyable, hein. L'intégralité de mon matos hi-fi, ça doit en avoir pour 500 ou 600 euros max. Et en plus, ces enceintes, on me les a données. Donc, c'est pas du matos incroyable, mais je suis dans un petit 30 mètres carrés. Donc, pour l'instant, ça me suffit. Peut-être qu'un jour, j'investirai dans du plus gros matos si un jour, j'arrive à me loger dans un truc un peu plus sympa. Et surtout aussi avec les voisins, c'est compliqué. Donc, mais de temps en temps, ça m'arrive, oui, de me mettre un petit vinyle pendant que je sais pas, que je fais un truc, tu vois, qui ne demande pas non plus de se focus trop, genre du montage. Quand je fais du montage, je peux pas écouter de la musique en plus. Donc voilà, c'est les 30-40% vinyle ou CD chez moi et 60-70% sur l'ordi ou dans la rue sur le téléphone. Et après, en soirée, par contre, quand je fais des apéros ou des trucs comme ça, qu'on est chez des potes, on aime bien quand même faire tourner les vinyles. On a des jeux pour choisir les vinyles, on fait des genres de touches écoulées dans les Kallax de Ikea. Là, on se fait, bah, vas-y, colonne A, ligne 2. Et puis, et puis tu prends le troisième en partant de la gauche. Puis, bah, des fois, tu sors une bouse que tu n'as pas écoutée depuis 15 ans, mais tu es obligé de l'écouter. Le jeu, c'est que tu es obligé de l'écouter. Bon, si vraiment ça déplaît à tout le monde, on se met qu'une seule face. Mais ça, c'est un peu aussi pour écouter les trucs qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, pour sortir un peu aussi des sentiers battus, des groupes qu'on écoute toujours, quoi. Non, mais, oui, mais puis, je vais dire mon opinion de Spotify, puis je veux la tirer. Moi, Spotify, j'ai essayé, je ne suis pas du tout capable parce que c'est pas vrai que je vais laisser le robot de Spotify décider qu'est-ce que je veux écouter, puis faire des suggestions. Je veux dire, j'écoutais. Je me rappelle plus quelle bande black metal que j'écoutais, puis il a dit fait que le robot m'a dit bon, ben, il aime le heavy metal, on va y continuer. Fait qu'il passe de black metal à Bullet for My Valentine. Fait non, je laisserai pas ce petit robot-là. Moi, le monde qui dit en tout cas, que Spotify, ça leur a permis de découvrir de la musique à plein. En tout cas, j'ai un problème personnellement avec Spotify en plus, qui donne pas beaucoup d'argent aux artistes. Je sais pas si t'aimes ça, je te respecte quand même, là, mais je sais pas c'est quoi ton opinion sur Spotify. Si, bah en fait, en plus, ce que je veux dire, c'est que tu n'es quasiment pas rémunéré, ou alors il faut faire des millions et des millions de clics pour commencer à toucher un peu d'argent avec Spotify et Deezer ou iTunes, hein, tous ces trucs-là. Le problème, c'est que les artistes, maintenant, c'est compliqué pour eux de ne pas passer par ces plateformes parce que beaucoup de gens utilisent ces applications pour écouter de la musique. Donc, en tant qu'artiste, tu es un peu obligé de le faire. Après, c'est vrai que moi, personnellement, je suis abonné à aucun de ces trucs. Moi, j'écoute mes trucs à moi aussi ou les suggestions de mes abonnés dans le chat ou dans mes commentaires ou ce que les amis me recommandent.
Donc, je reste quand même, effectivement, je me laisse très très peu guider par le robot. Surtout que l'algorithme, alors c'est vrai que sur YouTube, à l'époque, il me proposait des trucs à peu près corrects. Maintenant, c'est un peu n'importe quoi, hein. Des fois, il me propose des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je viens d'écouter ou avec mes goûts. Donc, j'ai l'impression qu'il a de plus en plus de mal déjà à cerner mes goûts. Peut-être aussi parce que j'écoute de plus en plus de choses différentes. Et moi, comme toi, je l'ai beaucoup ce retour, hein, de personnes, de fans de musique qui me disent: Ah, c'est génial, je découvre plein de trucs. Moi aussi, je pars du principe que c'est pas parce que tu as aimé des groupes de heavy metal que tous les groupes de heavy metal doivent te plaire. Et des fois, c'est un peu ce truc-là de: Ah bah t'aimes le heavy metal, bon, on va te mettre toutes les pires bouses heavy metal, ou pareil avec le black ou le death ou n'importe quel sous-genre que tu veux. Moi, je marche pas du tout comme ça dans mes écoutes, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais écouter que du hip-hop, et peut-être que demain, je vais écouter que du black atmo, et peut-être que demain, je vais écouter que du heavy. C'est vraiment selon l'envie du moment, selon le mood, quoi. Et c'est vrai que moi non plus, j'aime pas trop laisser guider mes écoutes par un algorithme. Donc, je suis pas sur cette plateforme. C'est vrai que bah, pour Bataille, je mets Bataille sur ces plateformes parce que je sais que bah, il y a beaucoup de trafic, donc tu es un peu Oui. condamné à ça. Après, j'incite quand même les gens à acheter du physique, à mettre une pièce sur Bandcamp si jamais ils veulent acheter du format numérique. Ce que je trouve un peu dommage aussi, parce que quitte à mettre de l'argent, autant avoir l'objet, quoi. Moi, je suis quand même attaché un peu, je suis un peu matérialiste, quoi, donc j'aime bien puis le côté rituel aussi de recevoir un album, de l'écouter, d'ouvrir le sleeve et je sais pas, de sentir le papier de la pochette. Ben Tu vois, je sais oui. pas, il y a tout un côté rituel. Donc c'est vrai que je suis encore attaché à ce truc-là. Et le tout au numérique, ça me fait un peu peur aussi. C'est une petite frayeur que j'ai du tout numérique qui me, j'apprécie. Enfin, ça peut être utile et des fois c'est bien, mais je pense qu'il faut utiliser les deux. Je pense qu'il faut que les deux existent et il faut pouvoir et savoir utiliser les deux. Oui, parce que non seulement le monde perd l'aspect posséder un album physiquement, que je trouve qu'il y a une magie, comme tu as dit, mais en plus, le monde perd l'écoute d'albums. Tu sais, t'entends des gros groupes dire ça sert plus à rien de sortir Oui. des albums, on va juste sortir un morceau par année, puis on va se faire autant d'argent. Ça, c'est un côté que je trouve triste qui est en train de se perdre. Ça paraît pas encore tant que ça, mais j'espère que ça viendra pas disparaître éventuellement, les albums, parce que. Ouais. Alors totalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il suffit que tu sortes un bon morceau, un tube, bah, t'as plus du tout besoin de te faire chier à faire un album, machin. Et c'est vrai que souvent les gens, mais moi je le remarque, c'est vrai que ça m'arrive, je suis très, j'ai un peu ce réflexe débile, tu vois, d'appuyer sur la petite flèche vers la gauche pour à chaque fois écouter le morceau, quand un morceau me plaît, tu vois. Et des fois, je vais délaisser les morceaux d'un autre album parce que je vais rester focus que sur les tubes qui m'ont plu. Et ce qui fait que parfois, ouais, je concentre un peu trop mes écoutes sur les mêmes morceaux. Et c'est vrai que bah, les artistes l'ont compris, ce truc-là. Et on se discours Mais encore une fois, je pense que tu auras toujours. Il y a une proposition qui est tellement vaste et tellement riche qu'il y aura toujours des artistes pour faire des albums, même des doubles albums, même des triples albums, même des concept albums. Et il y aura des groupes, oui, qui effectivement joueront sur ce tableau de, tu vas sortir un tube tous les 6 mois. Et ça marchera aussi. Et je pense que c'est juste que la proposition va s'ouvrir encore plus. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu écoutes un artiste qui te plaît, ou vraiment que, voilà, quand les mecs sont talentueux, ils vont pas se contenter. Un artiste, il a besoin de produire, il a besoin de sortir de la musique, il a besoin de. Mhm. Donc je pense pas que tu vois, on va se retrouver avec des artistes qui sortent que un single tous les 6 mois et c'est tout. Je pense pas. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour proposer du format album. Et quitte à ce qu'il y ait d'autres artistes qui, eux, prennent ce penchant de faire que des singles, bah, il y en aura, mais ce sera pas la Il y majorité. en aura, puis ça va être au pire des Bruno Mars que j'écoute pas. Bah oui. Hey, Maxwell, un gros merci d'avoir accepté l'invitation pour faire un live avec moi. Ah non, merci à toi de l'interview et de J'ai eu t'intéresser à mon énormément de travail, hein. plaisir. J'invite tout le monde qui écoute à faire un follow sur ta chaîne Twitch qui est Mighty Maxwell, que Zone Barbie a posté dans le chat, ta chaîne YouTube aussi. Puis Ouais, aussi, on a mis beaucoup le lien pour ta vidéo pour c'est gentil, merci les beaucoup. pochettes, les artworks de albums Heavy Metal, si vous voulez apprendre à connaître ces vidéos. Mais Coucou, tu veux voir ma puis bite? je te souhaite encore plus de succès dans toute ton aventure YouTube. Bah pareil Puis pour toi, du coup, Faf. ben, merci beaucoup. Regarde, puis les fans de Metal Grove seraient peut-être pas déçus dans la prochaine année, j'en dis pas plus. Ah, hâte de voir ça. Merci Moi, beaucoup. je vais me refaire un petit watching de tes anciennes vidéos pour me Oh, marrer un coup. je vais faire un petit raid avant de quitter Twitch ce soir.
pas ce soir. Ben, pour toi, c'est le soir, moi, c'est l'après-midi. On va regarder la Tanière TV. Parce que pourquoi pas? Tout simplement. Bah, merci beaucoup, Carl William, et merci beaucoup, Faf. Et puis, bah, bonne chance dans vos aventures. Ben, merci. T'as juste à quitter simplement. Puis je te souhaite une bonne Ciao, journée. ciao. Bisous, bisous. Bisous. Bisous, bisous.